Merci beaucoup. D'abord, c'est parti de Feggen. C'est Feggen qui, à travers l'Afrique, a remarqué qu'on dit que l'Afrique ne se développe pas. On a essayé les grandes industries. Au Bénin, on a eu les Sonicorps, on a eu beaucoup de grandes industries qui sont devenues des éléphants blancs. On avait pensé que par effet de boule de neige, les industries allaient créer, par effet d'entraînement, de développement. Et tout a échoué. Au Togo, il y a une raffinerie, sans carburant. Tout est comme ça, des éléphants blancs. Mais on dit que l'Afrique ne se développe pas. Et Feggen a remarqué qu'au ras du sol, c'est pourquoi il dit qu'il faut descendre vers le bas pour constater que quelque chose se fait à la base. Et qu'à la base, il y a des acteurs qui s'organisent et parfois il y a des spéculations qui les réunissent, telles que la Nana maintenant, à Accra comme en Tunisie. Il a observé cela dans les chaussures. Et à Accra, c'est dans les petites fabrications. Et donc, il y a des petits groupes, des petites entités économiques qui émergent d'elles-mêmes, non pas comme les industries industrielles qui émergent de la sphère des grandes industries, mais c'est de façon spontanée et naturelle. Il y a des naissances comme ça de petites entreprises qui se mettent à être dépendantes les unes des autres, à être complémentaires, un système à peu près industriel, parce que si nous prenons maintenant le cas de la Nana, il y a des producteurs, il y a des transformateurs, il y a des distributeurs. Je vous ai parlé des gens qui, de 5 h du matin à 5 h du matin, ils envoient la Nana partout depuis la région. Et donc, il y en a qui transforment 80 tonnes d'ananas par jour. Et donc, c'est un mouvement comme ça à la base qui prend naissance et qui évolue de façon spontanée. C'est pourquoi je disais dans ma contribution tout à l'heure, là, je disais qu'on aurait remarqué, voilà, c'est là, que c'est une étude qui indique dans une certaine mesure que le retour à l'industrie. L'industrie n'est pas perçue comme le voit l'anglo-saxon. De grands trucs comme ça, non. Mais l'industrie comme des activités qui se font à la chaîne et qui occupent un secteur important et qui se développent. Et tout doucement, et qui, comme j'ai aussi comparé un peu la bourse à la chose, il y a beaucoup de petites industries qui sont des PME qui se sont développées et qui sont devenues, qui ont développé la bourse. Et donc c'est comme ça qu'en Afrique, de façon spontanée, il y a des naissances d'entités économiques et qui évoluent et qui tissent des liens. Et comme on n'entend pas industrie, production à grande échelle, mais une production à l'échelle locale qui est déjà quelque chose de majeur à voir. Donc, c'est pourquoi, lorsque j'étais ici, à l'école doctorale ici, et je lisais mes documents, et je suis tombé sur l'IPE et j'ai dit, tiens, il y a quelque chose qui se fait dans mon pays aussi. Mais on n'a pas étudié. On n'a pas étudié dans mon pays. Feggen a étudié à Accra. Et il a étudié en Tunisie, Boukhara, Koulette, ceux-là ont étudié. Mais pourquoi ne pas étudier dans la zone? Mais c'est quelque chose de nouveau, il faut que j'aille voir aussi dans ma région. Je pourrais prendre mon propre cas, parce que je fais partie aussi d'une filière. Moi, je fais partie de la filière pharmaceutique. Des gens qui utilisent les plantes pour faire des médicaments. Et moi, j'isole des molécules, des plantes pour faire des médicaments standards. Mais je peux aller étudier toute la zone. Et M. Moreau m'a dit non, n'étudie pas ton secteur, va étudier autre chose. Et donc, j'ai vu qu'au niveau de la filière ananas, il y a quelque chose qui se fait à l'image de ce que Feggen a développé. D'où, j'ai jugé bon d'approcher ce phénomène pour voir, avec les lunettes caractérisant le phénomène décrit par Feggen, qu'est-ce qui se passe? S'il y a ce même phénomène, est-ce que ça contribue au mieux-être du territoire? Voilà, ça a été ma préoccupation comme ça. Oui, j'avais une ou deux questions, on verra. Je vais plutôt engager maintenant, vu le temps qui file, ce deuxième tour de table des membres du jury. Après quoi, on aura quelques minutes aussi pour s'il y a des questions de la salle. Merci. Donc, Jean-Philippe. Oui, je voudrais donc revenir peut-être encore sur cette question du développement. J'ai un de mes propres étudiants qui vient de terminer une thèse sur le rôle des organisations paysannes dans la filière des palmiers à l'huile en Guinée.
Et une de ses conclusions, c'est que, pour revenir un peu sur le propos de Steve, là, les producteurs sont floués, et c'est eux qui bénéficient le moins, je n'ai pas dit pas du tout, mais c'est eux qui bénéficient le moins de ce qu'on appelle le développement, et que l'essentiel de la rente est capté par des élites locales en lien avec le pouvoir central. Ce que vos images semblent montrer ici aussi. Je veux dire, si le roi et le président sont là pour célébrer une nouvelle usine de transformation, ça m'étonnerait que ce soit une coopérative de producteurs locaux qui est propriétaire de l'usine. Il doit y avoir quelques riches qui possèdent cette usine. Il doit y avoir aussi des intermédiaires, comme vous l'avez dit, qui s'enrichissent en transportant parce que les propriétaires ne sont pas auto-organisés en coopérative locale non plus pour se payer les camions, etc. Donc celui qui a déjà un peu d'argent et qui prend le marché, il s'enrichit. Et donc, si on veut avoir à la fin un produit qui est vendu sur un marché à un prix raisonnable, bon, tout le monde, enfin moi je me souviens très bien que la Confédération des syndicats nationaux nous montrait que quand un kilo de banane est vendu ici à 60 cents la livre, il y a à peu près 3-4 cents pour le producteur. Donc, à la fin, quel est le pourcentage de la rente qui va au producteur lui-même? Et parce que c'est vrai que je l'ai dit sans m'en rendre compte, mais vous avez commencé par dire que les gens gagnaient moins d'un dollar par jour et que maintenant c'est beaucoup mieux parce qu'ils gagnent 300 $ par année. Non, donc ça veut dire que... c'est pas par année. Alors, ça a précisé. C'est certainement pas 300 $ par jour non plus. Hein. Par mois. Donc, mais bref, c'est ça. Et donc, c'est comme les médicaments, que ça dure une semaine ou 7 jours si on en prend ou si on n'en prend pas. Donc, à la fin... le volet équitable, parce que, bon, justement, est-ce que c'est un développement équitable? Ça fait partie quand même du développement territorial, le volet équité. Est-ce qu'on le juge au profit à court terme, aux conditions de partage de la rente de l'industrie, à la destruction de l'environnement à moyen et long terme, à l'évolution des moyens, des modes d'organisation des producteurs, donc, notamment, est-ce qu'on commence à voir des organisations paysannes? Est-ce que dans l'évolution du modèle à venir, est-ce qu'on imagine que ces organisations vont se fédérer en coopérative tant qu'à profiter de l'expérience québécoise, ce serait intéressant à montrer, pour faire face aux risques du marché, pour améliorer la résilience, etc. Donc, ce sera ma dernière question. Je peux répondre? Oui. Ah oui, oui, certainement. Je peux dire que c'est équitable, hein, parce que quelque part j'ai montré tout à l'heure que j'ai interviewé tous les responsables de fédérations. L'ananas, c'est des fédérations. Les producteurs ont une fédération, les transformateurs ont une fédération, et les distributeurs ont une fédération, et le prix est standard. Le prix est imposé, et le prix que la fédération a imposé, c'est comme ça que tout le monde vend. C'est pourquoi c'est un milieu, vu de l'extérieur, c'est impénétrable. Vous ne pouvez pas les influencer, les changer. Et si vous venez de l'extérieur, vous devez être soumis à leurs règles de base. Et si vous voyez le président et le roi, c'est pour honorer. C'était pas pour... C'est pas que l'État a une part. L'État a négocié. L'État est resté intermédiaire pour que la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, apporte de l'argent aux coopératives. La grande usine qui est mieux que les usines qu'ils avaient, qui est installée, c'est la propriété des producteurs. Ce sont eux qui sont devenus propriétaires. L'État a été seulement l'intermédiaire. Le roi, il est là juste pour la paix. Le roi ne règne plus aujourd'hui, puisque nous sommes dans une république là-bas. Le roi est là comme un symbole d'unité. Quand il y a un problème, le roi intervient et puis ça fait de l'accalmie. Donc ceux-là ne sont pas des acteurs prédateurs du système. Et comme tout système, il y a souvent des prédateurs, comme vous le soulignez, des gens qui viennent avec leur argent pour profiter de ce qui existe. Ça ne manque pas, ça ne manquerait pas parce que
et tout le monde n'a pas les gros moyens. Et quand j'ai montré ici que l'ananas réduit la pauvreté, parce que c'est un facteur de parité socio-économique d'un grand nombre de personnes, emploi valant un salaire mensuel de 120 000 francs, c'est-à-dire 300 $ par mois. Ce n'est pas par an, 300 $ par mois. Et qu'un hectare, il touche jusqu'à 4 500 $. Et il peut trouver jusqu'à 15 000 $ s'il transformait. Donc, ce sont eux qui profitent. Et ils font des cotisations aussi pour que, à travers ma thèse, je l'ai démontré, ils se supportent. C'est des groupes de confraternité. C'est des gens qui s'entraident. Ils sont en réalité un. Et puis ils disent que, comme je l'ai lu dans un document, Alada, c'est eux. C'est eux qui mènent le développement d'Alada et on ne peut pas faire Alada sans eux. Et ils sont un. Ils sont en association et le gain est distribué à travers ce que j'ai vu et à travers ce que j'ai rapporté dans la thèse. Il y a de l'équité dans cette région, dans ce travail, dans ce développement territorial. Ils sont un, il y a cette solidarité, cette unité et on ne peut pas les manipuler. La politique n'arrive pas à les manipuler. Ils s'organisent pour pouvoir capter ce qui vient de l'extérieur pour peser sur le marché. Donc il y a de l'équité. Tant qu'à être dans cette... donc si c'est 300 $ par mois, le 4 500 là, et le 15 000, c'est par quoi ça? Non, c'est l'hectare. L'hectare. Quelqu'un peut faire 10 hectares. Quelqu'un peut faire 5 hectares. Si quelqu'un fait 1 hectare de ça lui donne 4 600 $ l'hectare. Et si quelqu'un transforme... Par année alors? Par année? Oui, l'hectare c'est... Par saison de production? Par saison de production. C'est pas saison, c'est 18 mois. Il y a plusieurs saisons de production? C'est une seule saison. La saison c'est 18 mois. C'est 1 an et demi. C'est 1 an et demi. Et si on fait un seul hectare, on gagne 4 500 $. Alors que quelqu'un peut faire 2 hectares, 10 hectares, c'est votre capacité. Et puis si on transforme l'ananas de 1 hectare, on gagne 15 000 $ par hectare de transformation. Et c'est comme ça. Et on n'a pas à attendre 18 mois pour transformer 1 hectare. Quand on a de l'argent, quand on a une association de transformation, on achète directement et on transforme. Mais est-ce que ce sont des coopératives? C'est des coopératives, j'ai souligné donc ici. Ce sont les travailleurs qui sont propriétaires. Oui, ils sont propriétaires. Il y avait la question de Jean-Philippe. C'est voilà. Pour ça que je la reprends, parce que tu as, excuse-moi, tu n'as pas répondu comme tel. Il y a des coopératives. Oui, il y en a 4 là. Des coopératives. Oui, il y a des coopératives. Tous sont des coopératives. Ils agissent tous comme des coopératives. Et le chef de l'entreprise, centrale est l'unique patron auquel tout le système est soumis. C'est ça la spécificité. C'est ça la spécificité, parce que le chef de l'entreprise centrale, ces entreprises telles que je les ai montrées ici, voilà une AIA, voilà une agro-industrie ananière. Au milieu, il y a l'entreprise centrale. Et autour, il y a des petits producteurs qui sont autour, et c'est ça qui forme l'AIA. Et il y en a plusieurs dans la zone, les 22 de la zone que j'ai interviewé. Oui. Ça, selon moi, je m'excuse, mais c'est pas des coopératives, c'est un système de métayage alors. C'est-à-dire, le système de métayage, c'est qui s'organisent comme ils veulent, mais à la fin, ils travaillent d'une certaine façon pour un patron, tous ces gens-là. Quelque part, mais ils sont dans un statut coopératif. Il y a des choses qui partagent eux ensemble, mais l'entreprise centrale, l'entreprise qui est au centre là, il y a un patron qui a des employés et qui les entoure tel que je démontre, mais il y a une multitude de milliers d'autres producteurs qui sont autour et qui forment un tout. En fait, ils interagissent et chacun profite de l'écosystème qui est créé et c'est comme ça qu'ils évoluent. C'est la réalité de ce que j'ai vu. Le patron, et c'est à lui que tout le monde est soumis déjà. Et il y en a 22 dans la région. Et ils n'agissent pas comme patron, ils ne donnent pas des ordres. Et ils garantissent peut-être là, c'est comme l'esprit de la chose. Lui, il est à la fois dans la transformation, dans la distribution et dans la production aussi. Mais les autres aussi sont dedans et on fait le même prix. Et lui, il est comme le noyau autour duquel tout le monde gravite. C'est ce que nous avons vu. C'est ça qui fait la différence entre le système vu à Accra et Tunisie et le système vu à Alada. Le système vu à Accra, il n'y a pas un patron au cœur. Tout le monde est comme ça. Mais ici, j'ai remarqué qu'il y a un centre de gravité.
C'est ce que j'ai démontré. Ce que j'ai compris du développement aussi de... Parce qu'on a critiqué, par exemple, le modèle de développement de la filière d'huile de palme, notamment dans les pays comme les Philippines ou la Malaisie ou des choses comme ça. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'une façon, entre guillemets, intelligente et moderne de redévelopper l'industrie tout en faisant la même chose, c'était de dire, au lieu d'avoir une grande firme pour laquelle les gens travaillent comme des ouvriers, ben maintenant ils sont propriétaires d'une multitude de petites parcelles dont ils sont, bon, si je le dis de façon un peu cynique, c'est pas la même chose que la même façon de vous, dont ils sont en fait, on pourrait dire l'esclave, ou on pourrait dire l'outil de développement de leur propre parcelle, puisque basé sur la théorie de la propriété privée, leur propre intérêt est de développer les choses. Mais ils ne contrôlent pas les facteurs, ils contrôlent un peu les facteurs de production, ils ne contrôlent pas les prix, donc la partie de la rente qui leur revient, elle est déjà déterminée par une structure hiérarchique qui est reliée à l'industrie centrale qui prend sa part. Et ce que moi j'ai eu comme leçon de la thèse de doctorat de mon propre étudiant, c'est que, en fait, oui, bon, je reconnais quand même que 300 $ par mois, c'est mieux que 30 $ par mois, c'est vrai, mais en même temps, tout étant relatif, combien revient à celui, en fait, au grand patron, tout compte fait, qui était là avant, peut-être, comme étant des grandes sociétés internationales, et qui est maintenant des patrons locaux, et dont tout l'intérêt est d'être les artisans en fait de ce marché. Et après, on peut se poser la question de quand il sort de cette filière, l'ananas du Bénin, les intermédiaires qui le mettent sur des marchés nigériens, ou nigérians, maliens, etc. Combien ils prennent encore, c'est-à-dire, est-ce qu'ils reprennent un autre 100% par rapport au prix, on pourrait dire, de production une fois amené au marché central, on pourrait dire à Cotonou, hein, ou bien est-ce que... Moi, j'ai pas vu cette structure-là du prix, là, de dire, comme la Confédération des syndicats nationaux nous faisait ici au Québec, la CSN nous faisait des analyses, disait, mettons, dans 1 kilo de banane ou 1 kilo d'ananas qui est vendu ici au supermarché, là, un ananas, ça coûte, je sais pas moi, 2,99 ou 4,99. Combien va à celui qui l'a vendu là dans le marché? Combien va à celui qui l'a amené du pays où il a été produit? Combien va à celui qui l'a transporté sur le marché, etc., etc. Et on s'aperçoit que cet ananas qui coûte en vente ici 2,99, en régulier 4,99, ben, éventuellement, le producteur, dans la rente, il a 50 cents peut-être, au mieux, peut-être 25 par ananas. C'est pas le même ananas, là. Quoi? J'ai dit, c'est peut-être pas le même ananas. Ben, c'est pas le même ananas qu'au Bénin. Il y a des ananas qui peuvent être produits par des multinationales et des ananas qui peuvent être produits par des producteurs locaux qu'on ne retrouve pas forcément sur notre marché québécois. Exactement. Mais alors, c'est ça la distinction. Ben justement, je vais laisser le candidat répondre, c'est pas grave. Oui, c'est intéressant parce que c'est ça l'astuce, à mon avis. Oui. C'est qu'on a remplacé des multinationales par un système de producteurs avec de l'industrialisation à petite échelle, peut-être, mais qui en fait joue exactement le même rôle que la multinationale. Parce que le but ultime, c'est quand même de sortir l'ananas de là et de le vendre sur un marché. Et que les terres soient productives pour cette culture-là. Et que la région soit spécialisée là-dessus pour produire ça. Donc, Jean-Philippe, en fait, parce que vous dites ça se fait de façon naturelle et spontanée, mais il n'y a rien de moins spontané que ça, parce que c'est des marchés mondiaux. Monsieur Waube, je vais exercer mon rôle de président, là, parce que oui. je voudrais déboucher sur une question. On suit un intéressant débat, mais oui. Les règles... C'est bon, j'arrête. On est en train de parler d'une autre thèse aussi, là, qui est aussi intéressante. Merci. Ce que je vais répondre, monsieur le professeur, monsieur le président, j'ai trouvé quelque chose de très génial à Alada. Vraiment contraire à ce que l'on peut voir ailleurs. Parce que les producteurs d'ananas d'Alada, ils travaillent en groupe, ils sont très solidaires. Et pour éviter ces intermédiations qui gagnent beaucoup sur le marché, ils ont construit à la frontière de Nigeria un grand hangar où on échange avec l'extérieur. Et tous les produits qui sortent d'Alada viennent là. C'est comme un marché intermédiaire là.
Au niveau de la frontière vers le nord, vers le Sahel, c'est comme ça. Et pour sortir le produit du pays, c'est leur prix. C'est le prix qui sait, et le producteur à la base participe à ce prix. C'est là où je trouve de l'équité. Et que comme quelqu'un de multinational riche ne s'intéresse et s'impose pour les manipuler, ça ne se fait pas. Le prix de départ, c'est le prix là-bas. Et s'il y a un gain, c'est partagé. Et c'est de leur partage-là qu'ils payent ce qu'ils appellent la taxe de développement communal Galada. Donc il y a quelque chose de génial qui se passe au niveau du Bénin. C'est un peu innovateur, ce que j'ai vu. Ils ne subissent pas les atrocités de riches qui viennent profiter comme un prédateur de leur filière. Ils s'organisent eux-mêmes. Au niveau des frontières, c'est le prix de base qui est libéré. Voilà. Ce sont eux qui transportent jusqu'à la frontière et les autres viennent acheter là-bas. Peut-être qu'il y a d'autres intermédiaires qui sont hors du pays et qui sont entre les acheteurs et ceux de nos frontières qui gagnent. Mais je ne sais pas, eux ne veulent pas s'intéresser à ça, mais sur le territoire béninois, c'est leur prix qui est contrôlé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vu là qu'avant, question pas trop longue et réponse pas trop longue peut-être? Oui. En fait, moi, je vais aller un peu dans le même sens que Jean-Philippe. Excuse-moi, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Parce que j'essayais de me faire une tête sur la robustesse de la thèse. Et là, je me rends compte que les présupposés à la thèse ressortent d'emblée dans cette soutenance. C'est-à-dire, on a la mainmise, la main du marché qui est gentille, la main obscure, le marché qui invisible qui va guider de façon parfaite, si on veut, les interactions. Ça, c'est déjà un présupposé. On voit également un supposé de stabilité. De stabilité, alors qu'on sait que les modèles de développement nous montrent que la stabilité, c'est contre-développement. C'est des modèles qui doivent être dynamiques. Et c'est des modèles qui ne seront jamais stables. Ils sont caractérisés par une forme d'instabilité, sinon ça les amène à l'entropie. Donc là, je vois un autre présupposé. Je vois également le présupposé durkheimien de la communauté homogène ou de la chose, si on veut, où les acteurs ont très peu de possibilités, sont tous homogènes. Ils sont vraiment très solidaires, oui, mais très solidaires, selon quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est juste le fait de vendre l'ananas et qu'ils deviennent solidaires? On n'a pas vu de discours divergent dans la thèse. Et je serais très sceptique à l'idée de ne pas avoir eu de discours qui irait à l'encontre de cette prise de position-là. Donc, je vois qu'il y a des présupposés à l'intérieur de ça qui m'amènent à me poser des questions également sur les sources utilisées. Il y a une très grande revue de la littérature, ça c'est indéniable, sauf que c'est dans la qualité. Souvent, il est fait mention, et vous l'avez fait tout à l'heure, oui, mais le président il était là, donc ça veut dire que c'est bon. Ou ça veut dire que c'est parfait, c'est une bonne manière de montrer que c'est parfait. Beaucoup d'affirmations dans le début de la thèse font référence à des auteurs de journaux, par exemple. Ce ne sont pas des faits scientifiques. On voit très peu, peut-être parce que ça existe peu, des données plus fiables que juste des données d'acteurs appuyées par des journaux, par exemple. Ça, ça a été un élément qui m'a un peu préoccupé dans la lecture de la thèse, ce qui m'amène à parler de deux choses, à poser une question. Comment s'est déroulées les entrevues? Surtout en fonction de la grille qui nous a été présentée, parce que si je comprends bien, les questions étaient déjà prédéterminées. Tu n'avais qu'à mettre un X où est-ce que les gens parlaient, donc je n'ai pas compris, j'aimerais ça que tu m'expliques la grille. Et la manière peut-être de vérifier la robustesse, peut-être dans un futur travail de postdoctoral, c'est comment cette fameuse innovation, parce que moi je n'ai pas trouvé
que c'était vraiment une innovation. J'ai trouvé que c'était un système qui rodait bien, qui marchait bien, les gens s'entendaient, somme toute assez bien. Et bon, oui, ça marche, tant mieux si ça marche. Ça augmente la qualité de vie des gens. Mais est-ce que le savoir-faire qui est développé dans cette filière-là percole ailleurs, dans d'autres secteurs? Ça, pour moi, ça pourrait être de l'innovation. Alors, comment... Merci pour cette question. Merci Donc, beaucoup. je passe à la Oui. main. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En ce qui concerne la stabilité, tout ce que j'ai démontré, le lien et la communauté, la solidarité, ce que vous avez soulevé, d'abord ce premier point, au niveau lié à la robustesse de nos arguments, ou bien du modèle. Et moi, tout est dynamique dans la vie. D'aujourd'hui à demain, des choses vont changer, même dans le corps humain. Tout change comme ça. Et dans un territoire, tout est aussi en mouvement. Tout est en mouvement. Et il y a une cause commune. La cause commune, nous avons dit que les acteurs sont des déscolarisés, des gens sans emploi. Et nous avons montré au départ qu'au Bénin, 94% des emplois sont informels. Il n'y a que 5% que l'État garantit. Alors donc tout le monde se cherche et s'organise, et quand des diplômés sans emploi, qui depuis 1946, l'État ne recrute plus, se retrouvent comme ça capables de s'associer et de profiter d'une spéculation, c'est un argument d'être solidaire. Et donc ils sont solidaires pour prendre leur destin en main. C'est un premier point. Le second point, rien n'est stable dans la vie. Tout est en mouvement, comme je l'ai dit. Dans ce secteur, c'est dynamique. Ils s'interpellent, ils se posent des questions. Ils ne sont pas aussi tranquilles qu'on constate. Ils sont en mouvement à l'intérieur. Et donc, je pense que c'est une partie, c'est une photographie d'un moment que moi j'ai fait. Dans l'avenir, je peux retourner sur le terrain, je peux voir ça plus tard, après mes études, pour voir ce que j'ai vu, comment ça évolue. Tout est dynamique dans la vie. Et j'ai lu dans le rapport, vous l'avez souligné, la référence à ce journal-là, mais c'est pour apprécier les OMD. Les OMD, c'était déjà en 2003-2004 qu'il était dit que, bon, il y a ces objectifs millénaires de développement, et en 2015, les pays qui auront atteint seront à un niveau de développement. Et il y a cet organisme suisse qui a dit, attention, si c'est ça, on ne pourrait pas atteindre les objectifs. Donc c'était un signal de 2003-2004 que j'ai souligné là. Et si en 2015, M. Zibré de Poulenc en parle, et aussi le journal de l'UNESCO souligne la chose, que après 15 ans maintenant là, on n'est pas sûr que les objectifs de développement et les OMD seraient atteints par les pays concernés. Le journal là était très intéressant. C'était sorti et j'ai vu que, tiens, voilà l'ONU même qui parle de ces objectifs fixés, que maintenant un administrateur de l'ONU qui dit, tiens, puisqu'ils ont ignoré l'industrie manufacturière dans ces pays, on ne pourra pas atteindre les OMD. C'est pourquoi j'ai fait référence à ce journal que je trouve comme une source importante, parce que c'est un argument d'autorité. Ça venait même de Poulenc. C'est pourquoi l'autre c'est l'UNESCO. C'est pourquoi j'en ai pris. Je justifie comme ça. Et pour finir, vous avez dit comment sont déroulées les entrevues. Les entrevues, j'ai été voir ces leaders-là, c'est toute une journée. J'ai passé une journée entière dans l'enceinte du système. 20 minutes de dialogue. Et le guide, c'est des questions ouvertes. Ce ne sont pas des questions, oui, non, c'est des questions ouvertes. Comme je l'ai mis à la fin de ma thèse, mon guide. Donc c'était des questions qui mettaient les gens à l'aise et qui les poussaient à donner tout d'eux. Et moi j'enregistrais. Je prenais. Avec ce que tu nous as présenté tout à l'heure, là. Quoi? Tu nous as présenté ta grille. Ma grille, non? Oui, tu nous as présenté ta grille tout à l'heure. Ma grille de collecte de données. Le questionnaire. La base de données. Non, c'est la base de données. Est-ce qu'on pourrait retourner dessus? Oui, ici.
Mon Dieu, ça a-tu coupé? Oui. Ah. Non, on est toujours là. Non, c'est là. On voit. C'est là. On Non, voit. c'est parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus un bruit, j'ai eu peur parce qu'il Ah était presque non, on midi. était concentrés. On sent. Non, c'est parce que la grille, Ouais. c'est Là, c'est la base de la données. grille de la base de données. C'est la base de données là, c'est pas la grille. La grille, la voici à la. Mais comment c'était transposé là-dessus? À les réponses, Ouais. j'explique. Ici, la base, c'est 3 colonnes. Variables, indicateurs, les questions sont ici. Et les réponses de chaque acteur par rapport à un indicateur ici. C'est comme ça que j'ai allié. Et le Il y a guide, le petit carré. le guide, c'est des questions ouvertes. C'est des questions ouvertes Oui, je l'ai vu. oui, vous les avez. Voilà. Donc, c'est ça le guide. Le guide d'entrevue, c'est de donner la liberté aux gens de répondre. Et il y en a eu, hein, j'ai eu tellement de choses, c'est tellement lourd. Et à un moment donné, je disais, ben, il serait mieux de passer par les statistiques pour faire des choses là. Mais ce qui est riche, c'est qu'on a beaucoup de données, ça enrichit soi-même. Au plan intellectuel, on a tellement de choses et on a cette capacité d'aller trier et d'aller voir la pertinence des réponses. Donc, c'est une grille d'entrevue et semi-dirigée. C'est une question et les réponses sont ouvertes. La personne répond telle que la personne entend et c'est en trois rubriques. Et c'est comme ça. L'entrevue verbatim dit, est-ce que tu as mis tout le verbatim dans tes petits carreaux? Évidemment, ça ne rentre pas dans le carreau, là, mais dans ta... Est-ce que tu as mis tout le verbatim de tes entrevues? J'ai d'abord... Verbatim, c'est-à-dire tout Je ce sais, que les gens je sais. disent. Ce que les gens disent. D'abord, j'ai reproduit tout ce que les gens disent du terrain. C'est mouse par rapport à chaque variable. Et maintenant, selon la pertinence, je remets par question et je ressors. La pertinence, comment évaluer la pertinence? Voilà, lié à l'indicateur. Ok. Lié à l'indicateur, je mets. Parce qu'il raconte parfois beaucoup de choses qui ne sont pas utiles. Et donc, moi, je prends ce qui est pertinent par rapport à l'indicateur et je mets là. Et maintenant, pour l'analyse, je regarde de façon horizontale toutes les réponses par rapport à l'indicateur là. Et pour apprécier la variable, c'est ce que j'ai fait, c'est le travail ça. Bon, je remercie ma directrice qui m'a donné le secret. Il m'a dit, il m'a dit c'est comme ça et puis c'est comme ça que j'ai pu réussir à faire comme ça. Oui. Maintenant, pour la question des innovations, le savoir-faire, est-ce que ça fait école ailleurs? Je vois déjà que beaucoup de gens dans des discours font référence à ce qui se fait à Alada. Faites comme celui d'Alada. Et c'est une référence, Alada est une référence. D'ailleurs, c'est au cœur du sud du Bénin. Vous ne pouvez pas aller à Cotonou sans passer par Alada. Et les rails et les routes, tout passe par Alada. C'est construit aussi des facteurs de développement de ce milieu. Et les innovations existent vraiment dans ce milieu. Parce que innovation, c'est une création